Sire, voilà l'heure. Dès le réveil, Daquin, le premier médecin, s'enquiert de la santé du roi. Votre Majesté a-t-elle bien reposé cette nuit? S'est-elle échauffée? Désire-t-elle qu'on la frotte? Merci, Daquin. Votre Majesté jouit d'une santé parfaite depuis 2 mois. Pendant que Bontemps lave les mains du roi, on procède aux entrées familières. Comme tous les matins, Monsieur, le frère du roi, Monseigneur, le dauphin et le duc du Maine viennent assister au réveil de Sa Majesté. Eh bien, mon fils, à quelle heure partites-vous chasser le loup ce matin? Le roi a parlé d'envoyer monsieur de Duras auprès du duc de la Force. Il n'obtiendra pas la localisation du duc, je puis vous l'assurer. Le petit lever s'est achevé par la toilette du roi. Sous le regard des courtisans admis aux premières entrées, le barbier peigne Sa Majesté avant de le coiffer de la perruque courte. Puis, place est faite devant le roi qui se rend au salon pour le grand lever. Pendant que Sa Majesté prend une légère collation, les courtisans autorisés se joignent à l'assistance. Chacun vient quêter un regard du roi, s'enquérir de sa santé et entendre ou nourrir les rumeurs du jour. Le roi, face à son public, tient son rôle habituel. Il est rasé, lavé, puis habillé. Une fois habillé, le roi regagne sa chambre pour une brève prière matinale. Resumus omnipotens Deus ut samulus tuus Ludovitus ex luster. Ces prières dites, le roi, suivi de ses ministres, passe dans le cabinet du conseil, où seront discutées les affaires du royaume. Le lever terminé, le roi s'est rendu en son conseil. Entouré des ministres, il gère les affaires du royaume. Les portes sont closes pour préserver le secret. Le marquis de Louvois, le plus important de ses ministres, énonce les ordres du jour. Messieurs, asseyez-vous, je vous écoute. Pendant ce temps, les courtisans décrivant un quart de cercle guettent l'apparition de Sa Majesté dans la galerie. Messieurs, le roi! Votre Majesté. Il est midi. Le roi se rend à la messe. La cour lui forme un cortège. Sa Majesté, accompagnée des princes et des princesses, traverse le grand appartement en direction de la chapelle. Si votre Majesté voulait jeter les yeux sur ce placé, j'implore la grâce de votre Majesté pour mon neveu, victime d'un vilain procès. Nous verrons, monsieur, nous verrons. Dans la chapelle, le roi est installé à la tribune royale. Derrière lui, les princes et les princesses sont à la rangette, dans l'ordre strict des préséances. Le roi a interdit le bavardage et prescrit la dévotion. Pendant la messe, les officiers de bouche du roi, les rôtisseurs, les panetiers, les commis, se sont activés à préparer le dîner. Les mets qui ne seront pas consommés par le souverain, dont l'appétit est légendaire, iront rassasier d'autres convives, et le peuple ne dédaignera pas d'acheter les restes au cerceau. Le dîner public est un spectacle auquel les courtisans s'empressent. Messieurs, à la viande du roi!
benedic Domine nostra et tua dona, qua et de tua largitate sum per Christum. Seuls les membres de la famille royale peuvent être à la table du souverain, tandis que les seules duchesses ont l'autorisation de s'asseoir devant lui. Alors, monsieur mon fils, nous préparez-vous un beau carrousel? Au cours de ce dîner au grand couvert, 3 services de 6 plats chacun se succéderont. Potage et entrée, rôt et entremets. Le dîner s'est achevé par le service du fruit. Puis le roi va consacrer plusieurs heures à l'administration du royaume. À cette époque, il aime à travailler chez la marquise de Maintenon, en compagnie parfois d'un de ses ministres. Il trouve dans les appartements de celle qu'il a épousée secrètement le calme et la sérénité nécessaires à l'accomplissement de sa tâche. 3 heures durant, le roi examine à fond les dossiers. Pour les courtisans, c'est une des rares occasions de la journée où ils ne suivent pas comme une ombre les moindres faits et gestes du souverain. Certains jouent passionnément aux cartes. Celles-ci peuvent être un véritable moyen de subsistance. Et quelques-uns n'hésitent pas à braver la disgrâce royale en trichant. On s'adonne aussi à des jeux d'adresse, comme le billard ou le trou madame, mais la conversation brillante est l'un des plaisirs les plus goûtés de Versailles. Vers 5 heures, à l'issue de sa séance de travail, le roi se promène dans ses jardins et va visiter ses bâtiments. Il rejoint les courtisans qui l'attendent dans la cour de marbre. Seul un nombre restreint de privilégiés peuvent suivre le cortège du roi. Le groupe traverse la galerie basse et se rend sur la terrasse, puis sur le parterre d'eau d'où le roi aime admirer quelques instants les façades du château. De l'orangerie à la colonnade, le roi décrit avec force détail l'avancement des chantiers. La visite s'achèvera à la Petite Venise. Le roi a fait venir de la cité des Doges des gondoliers qui, lorsque le temps s'y prête, promènent la cour sur les eaux claires du canal. Les soirs d'été, il arrive que le roi remplace son souper par une collation préparée dans un des bosquets du parc. Puis, la nuit tombée, tout le monde remonte au château pour le coucher du roi. Pas plus qu'elles n'assistent au lever, les dames ne sont conviées au coucher. Aussi, le roi les réunit dans son salon pour leur souhaiter le bonsoir. Je souhaite, mesdames, qu'en cette nuit de solstice, les heures soient propices à votre repos. Votre Majesté. Commence alors la cérémonie du coucher proprement dite, à laquelle s'empressent les courtisans qui, le matin, étaient au grand lever. À qui faut-il donner le bougeoir, sire?
Le roi avait fait de chaque acte quotidien un moyen de libéralité. Le droit de tenir le bougeoir à son coucher était accordé à des personnes de distinction, souvent à des étrangers en visite, qui obtenaient ainsi le droit de suivre le roi à son petit coucher. Mais